C'est Julien Audoul, le député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national qui est avec moi en studio. Bonjour. Bonjour Clélie Mathias. Et soyez le bienvenu. On n'a pas de fond musical, nous. Nous, non, malheureusement. On va peut-être délocaliser le studio à Roland-Garros la prochaine fois. On y pensera. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé ces nuits dernières et ce qui s'est passé aussi les nuits d'avant, puisque hier, un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle à Nantes. Il y a une dizaine de jours, il y avait déjà eu un adolescent qui avait perdu la vie dans une fusillade, elle aussi liée au trafic de drogue. Et puis un homme a été tué, 3 autres blessés par des tirs d'armes à feu près d'un point de deal. C'était hier soir à Grenoble. On en est à 7 depuis le début de l'année à Grenoble et dans sa région avec Échirolles. Je voudrais vous faire écouter Jean-Didier Berger, qui était mon invité hier soir sur Europe 1. Il est ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Il a défendu l'action du gouvernement contre le narcotrafic. Dans notre pays, il y a depuis 2 ans une loi, la loi narcotrafic, qui nous a permis de faire des grandes avancées. Et nous avons réduit le nombre de points de deal dans ce pays en le passant de 4000 à 2700. Et c'est parce qu'on a réduit le nombre de points de deal qu'il y a des rivalités pour essayer de reconquérir des territoires et donc des conflits ouverts. Mais ça ne doit pas entamer notre détermination. Au contraire, ça ne fait que renforcer notre détermination. Et dans la loi riposte, le fait de passer l'amende forfaitaire délictuelle de 200 à 500 euros, fermeture des commerces, interdiction de paraître, expulsion des logements sociaux, ce sont des mesures très concrètes qui commencent à porter des fruits et c'est ça aussi qu'il faut retenir. Julien Audoul, c'est la preuve que ça marche, c'est la preuve qu'on dérange. C'est la preuve surtout que le gouvernement est en train de perdre la guerre contre le narcotrafic, quels que soient ses discours, quelles que soient ses justifications ou ses excuses. On voit bien que dans le réel, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les HLM, dans bon nombre de territoires, nos concitoyens sont de plus en plus confrontés à la violence liée au trafic de drogue, aux rivalités et aux exécutions entre bandes. Moi, je veux bien que ce soit l'œuvre, en tout cas les conséquences de l'action de l'État. J'ai pas l'impression que le narcotrafic recule. J'ai pas l'impression que les trafiquants de drogue aient peur de l'action de l'État. Parce que comment on enraye justement une spirale de la délinquance et de la criminalité, c'est en faisant en sorte que la dissuasion soit plus importante et que la justice frappe et que les services de l'État soient opérants pour faire reculer les trafiquants. Ce n'est pas le cas concrètement. Mais il l'a dit, Jean-Didier Berger, il y a eu cette loi contre le narcotrafic avec des éléments qui ont été durcis, justement pour faire face. Et vous vous rendez compte, année après année, il y a toujours une législation qui durcit la précédente. Il y a toujours un plan de communication. Moi, je me rappelle, il y avait les plans PlaceNet. Ensuite, ça ne suffisait pas. Donc, on a fait PlaceNet XXL. Oui, parce que ça prend de l'ampleur. Oui, non, mais ça prend de l'ampleur. C'est surtout que la communication a remplacé l'action. Que ce gouvernement, sur ce sujet comme sur bien d'autres, fait semblant d'agir. Et comme le réel le rattrape, et comme il y a des fusillades, il y a des drames, il y a des meurtres, et comme ce trafic, malheureusement, est en train de se généraliser sur l'ensemble du territoire, je le vois également dans ma circonscription où il y a eu une fusillade le week-end dernier à Sens, dans le quartier des Champs-Plaisants. Et ce sont toujours les mêmes qui subissent la violence, les habitants des quartiers, les honnêtes gens, qui sont aujourd'hui otages de ces trafics de drogue. Qu'est-ce que vous proposez au Rassemblement national ? Mais on propose d'arrêter le blabla. On propose... oui, mais comment ? Mais comment ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, évidemment, politiques de fermeté à mettre en place. La première, c'est évidemment de comprendre que ces réseaux, que ces trafiquants sont liés pour partie aux politiques d'immigration, que c'est l'immigration massive et anarchique qui nourrit le trafic de drogue. Donc il faut évidemment limiter, restreindre ces flux. Et ensuite, il faut que les sanctions judiciaires soient impitoyables et que ça commence dès le premier acte. Nous, ce qu'on propose notamment, c'est des très courtes peines pour les primo-délinquants, pour ceux qui sont déjà en marge des trafics de drogue, qui sont exploités par les grands trafiquants. Il faut qu'il y ait des sanctions très courtes pour enrayer cette spirale. Et puis il y a d'autres mesures que nous préconisons pour responsabiliser les familles de délinquants, de trafiquants de drogue, que ce soit sur la suspension des allocations familiales, que ce soit l'expulsion des logements sociaux, parce qu'à la fin, c'est toujours les Français qui payent. Donc vous avez une batterie de mesures qui doivent être employées en même temps pour lutter contre le trafic de drogue. L'état d'urgence proposé dans certains quartiers, proposé soit par Édouard Philippe, soit par Bruno Retailleau, vous y seriez favorable ? Mais Édouard Philippe et Bruno Retailleau
ont eu la possibilité d'agir, ils ont échoué. Ils ont été aux responsabilités, ils ont fauté. Donc ce ne sont pas eux qui vont apporter des solutions. Mais là, cette solution qu'ils proposent, Encore une elle fois, aurait vos faveurs? mais au-delà des solutions, il y a évidemment plein de bonnes idées qui vont germer pendant la campagne présidentielle, particulièrement de ceux qui ont conduit notre pays dans le mur sur ce sujet comme sur bien d'autres. Au-delà des textes, au-delà des dispositifs, il faut une valeur centrale qui est le courage politique. Ces gens-là n'ont pas de courage politique. Ils sont gangrénés, paralysés par la lâcheté, par l'inaction, par l'impuissance. Et donc, ils dissimulent ça par beaucoup de communication, que ce soit Gabriel Attal, que ce soit Les Édouard chiffres, Philippe, la Gérald baisse des points Darmanin de deal, ou d'autres. là, elle est comptable. Hein, ce que Jean-Didier Berger a dit. Il dit, voilà, on est passé de 4000 à 2700, je crois. C'est comptable. Oui, pour nos compatriotes, est-ce que ça change quoi que ce soit dans leur quotidien, en termes de contexte, de climat de violence, de fusillade, de pression de ces trafiquants de drogue? Ça ne change rien. Voilà, donc que Jean-Didier Berger soit content, tant mieux pour lui, mais tant que les Français seront confrontés à cette escalade de la violence, de l'ensauvagement, qui est lié évidemment pour beaucoup au trafic de drogue, mais qui est lié aussi à l'islamisme, au fondamentalisme islamiste, au communautarisme, bah, tout ça, effectivement, ça n'arrange pas les affaires de nos concitoyens. Julien Audoul, vous êtes, je le rappelle, député de Lyon, porte-parole du Rassemblement national. Venons-en au scandale du périscolaire. Il y avait hier un premier procès public d'un animateur qui était jugé pour agression sexuelle contre 9 enfants, petits enfants, de 3 à 5 ans. Les réquisitions choquent parce il encourt 10 ans de prison et le parquet hier a requis 3 ans de prison, dont 1 an ferme et sous bracelet électronique. Écoutez Elisabeth Gutmann, qui est cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Hier, elle était invitée d'Europe 1. Ce matin, elle réagissait après ces réquisitions hier. C'est incompréhensible par rapport au traumatisme, à la vie des enfants, parfois détruite sur du long terme. C'est incompréhensible pour les familles, c'est incompréhensible pour nous. On ne comprend pas le message qui est envoyé à la société sur justement l'impunibilité de ce crime-là. Vraiment, c'est totalement incompréhensible. On espère que ça ne sera pas suivi. C'est les réquisitions. On espère que bien sûr, elles ne seront pas suivies et qu'elles seront alourdies d'une peine de prison ferme. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre réaction, Julien Audoul? C'est choquant. C'est choquant, effectivement, au regard des traumatismes et au regard du phénomène d'ampleur de ces défaillances structurelles, de cette épouvantable situation à Paris, mais pas qu'à Paris, parce qu'on va en découvrir d'autres, malheureusement. Il faut qu'il y ait des peines exemplaires. Il faut faire des exemples pour tous ceux qui ont osé toucher à nos enfants, pour tous ceux qui vont marquer la vie de nos enfants durablement. Et il faut véritablement que non seulement les auteurs soient durablement sanctionnés, c'est vraiment sanctionné. Oui, parce que l'exemplarité ne pourra pas seule protéger nos enfants. Bien sûr, mais il faut surtout que ceux qui ont permis ça, ceux qui ont recruté ces gens-là, ceux qui ont abaissé les critères de recrutement, qui ont laissé des cas sociaux, qui ont laissé des monstres s'occuper de nos enfants, rendent des comptes. Il faut véritablement que ceux qui ont des responsabilités politiques dans ces défaillances et dans ces drames puissent rendre des comptes devant la justice. Et je pense qu'on est au début de ce scandale et qu'on va apprendre énormément de choses, malheureusement. Vous pensez qu'il a été minimisé, ce scandale, à la fois donc politiquement, à la fois même médiatiquement? C'est pire que ça, il n'a pas été minimisé, il a été occulté. Il a été sciemment dissimulé, puisque visiblement, mais les enquêtes le diront, il y a eu des transferts de personnel qui avaient déjà été identifiés comme posant des problèmes. Donc il y a eu un système qui s'est protégé. On a protégé toute une chaîne. Et ça, c'est extrêmement grave. Et vis-à-vis de l'encadrement de nos enfants qui devrait être sacré et qui devrait être sanctuarisé, il faut véritablement que nous sortions de ce système qui a ouvert à n'importe qui, à n'importe quel profil, que ce soit nos écoles, que ce soit des activités périscolaires, que ce soit des garderies. Avant, on avait les meilleurs.
Avant, on avait des personnes qui étaient... Alors, il y a toujours eu des défaillances, et bien évidemment, il y a toujours eu des personnes qui n'auraient jamais dû être auprès de nos enfants. Mais on a constaté à Paris comme ailleurs que finalement, on a ouvert à tout le monde. On s'en est satisfait pour des raisons économiques, certainement, pour des raisons communautaires, peut-être, il faut dire le mot. Et la conséquence, c'est ces drames épouvantables que l'on découvre. Le projet de loi de protection de l'enfance a été présenté ce matin en Conseil des ministres, donc par le gouvernement. Il est porté par la ministre de la Santé et par le garde des Sceaux. Donc il y a les deux volets, santé et justice. Il concerne pas seulement le périscolaire, mais aussi l'aide sociale à l'enfance. Alors il y a plusieurs mesures phares, on va en citer quelques-unes. Le contrôle systématique des profils amenés à travailler auprès de nos enfants. La création d'une ordonnance de sûreté aussi de l'enfant. Est-ce qu'il va assez loin ? Est-ce qu'il est convaincant et rassurant pour les parents que nous sommes ? Mais il y a certainement des choses qui vont dans le bon sens, bien évidemment, au regard de la situation, au regard de l'émotion légitime. Mais au-delà de ça, je vous parlais d'exemples. Il faut véritablement que le criminel potentiel qui a envie de passer à l'acte auprès de nos enfants, dans n'importe quelle structure que ce soit, à Paris ou ailleurs, soit empêché, dissuadé par la justice. Il faut qu'il y ait, excusez-moi de le dire, il faut qu'il y ait la peur de la justice, la peur de la sanction, pour limiter au plus possible la généralisation, la banalisation de ces faits qui sont épouvantables et intolérables. Julien Audoul, en tant que député, vous allez devoir demain voter, débattre sur l'abrogation, sur une proposition de loi visant à abroger le Code noir. Alors on le rappelle qu'à l'occasion du 25e anniversaire de la loi Taubira, qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, le président de la République a soutenu l'abrogation symbolique, bien sûr, du texte juridique qui encadrait l'esclavage au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le Code noir. Écoutez Emmanuel Macron. Il subsiste encore un texte qui n'aurait jamais dû survivre à l'abolition de l'esclavage, encore moins traverser les siècles jusqu'à nous. Un texte qui n'a jamais fait l'objet d'une abrogation formelle par la République, au point que cet oubli est comme devenu une faute. Je veux ici citer évidemment ce qu'on appelle le Code noir, promulgué en mars 1685 sous l'égide de Louis XIV, rédigé sous l'autorité de Colbert. 60 articles destinés à organiser la mise en esclavage d'êtres humains dans les colonies françaises. Certes, depuis l'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, ce terrible code ne produit plus d'effet juridique. Mais précisément, le silence, voire l'indifférence que nous maintenons depuis près de 2 siècles à l'égard de ce code noir n'est pas un oubli, mais est devenu une forme d'offense. Julien Audoul, il faut l'abroger, ce Code noir. Bien sûr, évidemment. C'est une formalité, mais une formalité importante et symbolique. Ça fait malheureusement partie des absurdités de notre droit, avec des lois, des codes qui, pendant plusieurs siècles, effectivement, sont restés tapis dans l'ombre. Bien évidemment, depuis l'abolition de l'esclavage, tout cela était réduit à néant, mais c'est une bonne chose, effectivement, que la représentation nationale puisse symboliquement abolir un texte, un code qui faisait des esclaves noirs des biens meubles. Il faut quand même se rappeler de cette réalité-là. La France a fait beaucoup depuis 1848 contre l'esclavage, il faut quand même le rappeler. C'est grâce, d'ailleurs, puisqu'elle est souvent décriée, la colonisation française en Afrique, nous avons mis un terme à tous les réseaux d'esclavage. Quand la France est arrivée dans les pays d'Afrique, et des traites ont subsisté, puisqu'on parle beaucoup de commerce triangulaire entre l'Europe et les Amériques. On parle beaucoup moins d'autres traites, de la traite arabo-musulmane notamment, pendant 13 siècles, qui a fait 17 millions de victimes. On parle beaucoup moins de la traite intra-africaine, qui ont été documentées par l'auteur sénégalais Tidiane Ndiaye, notamment. Ce serait bien que dans cette dimension-là, on puisse condamner toutes les formes d'esclavage, et pas seulement mettre l'accent sur une forme d'esclavage qui a été heureusement abandonnée il y a déjà longtemps. Alors j'en reviens à la déclaration d'Emmanuel Macron et à l'abrogation du Code noir. Et le chef de l'État qui a ajouté que la question des réparations, immense question a-t-il dit, ne devait pas être éludée. C'est une question sur laquelle, je cite, « Il ne faut pas non plus faire de fausses promesses », a-t-il toutefois affirmé. Nous devons avoir l'honnêteté de nous dire qu'on ne pourra jamais réparer ce crime totalement parce que c'est impossible. La question des réparations. Julien Audoul, qu'en pensez-vous ? Mais je trouve que c'est
malvenue, et il le dit, puisqu'Emmanuel Macron dit souvent 2 idées dans la même phrase. C'est le en même temps. Effectivement, c'est le en même temps, que c'est impossible. Effectivement, un crime de cette nature, un crime contre l'humanité, qui, pendant plusieurs siècles, a fait de nombreuses victimes, mais ces victimes ont eu des descendants qui sont devenus pleinement français, que ce soit ensuite dans nos colonies et puis dans d'autres pays, ont pu, après, s'émanciper totalement. À quoi bon raviver un désir de revanche, de réparation, de contestation? C'est l'histoire. Heureusement, l'État français a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est une très bonne chose. C'est très bien qu'il y ait une journée, le 10 mai. C'est très bien qu'il y ait des manifestations, des commémorations. Est-ce qu'il faut ouvrir la porte des réparations, qui évidemment est une porte ouverte à l'infini? À quel niveau, quelle nature, sur quelle source? Enfin, c'est assez impossible à faire et à mettre en pratique. Donc pour vous, si je résume, abrogation, oui, réparation, non. Oui, l'abrogation est une évidence, mais les réparations, c'est très compliqué. Et je le dis, on a l'habitude de taper toujours sur la France parce qu'on a été une puissance odieuse, on a tous les mots, quand on entend la gauche et l'extrême gauche, on a tout fait mal. La France a eu le mérite, avec des grands hommes, que ce soit Victor Schœlcher ou d'autres, justement d'émanciper les esclaves et de faire en sorte que tous les hommes soient libres et égaux. Et ça, c'est important. Je pense que c'est le message français. Le chef de l'État a rappelé qu'il avait lancé il y a 1 an à peu près un travail d'historien pour évaluer le prix de la liberté imposé notamment par la France à Haïti. Ce rapport sera remis en décembre et il fondera sa réflexion à propos après la publication de ce rapport. C'est ce qu'il a dit aussi. Mais vous parliez des grands hommes. Il y a une statue de Colbert à l'Assemblée nationale. Vous devez passer devant à chaque fois que vous allez siéger. Qui a été tagué d'ailleurs, voilà, comme d'autres. Il y a beaucoup de polémiques au sujet de cette statue. Il faut la déboulonner, l'enlever de l'Assemblée nationale? Certainement pas. Colbert appartient à une époque. Colbert a été un grand homme d'État au XVIIe siècle, avec les codes, avec le mode de vie, avec la perception de la société du XVIIe siècle. Si on regarde l'histoire et si on évalue l'histoire en fonction de nos réalités, de nos lois, de notre perception actuelle, dans ce cas, on va tout déboulonner. On va tout déboulonner. On déboulonnera Jean Jaurès, on déboulonnera Léon Blum, on déboulonnera Jules Ferry, voilà, qui a participé, qui a encouragé la colonisation notamment. On déboulonnera tout. Donc moi je suis évidemment, et nous sommes très opposés à cette réécriture de l'histoire. L'histoire c'est l'histoire, elle a avancé, il y a eu des évolutions fort heureusement, mais arrêtons de tripatouiller, ça n'arrange rien et ça ne fait qu'aviver des tensions, des ressentiments et un désir de revanche instrumentalisé par certains. Alors, les sondages pour la présidentielle 2027. Odoxa, dernier sondage qui vient de paraître. Édouard Philippe perd des points par rapport au même baromètre au mois de mars. Jean-Luc Mélenchon, lui, a le vent dans le dos. Il gagne 4 points. Et Jordan Bardella est toujours à 32%, bien au-dessus du lot. Il caracole en tête. Mais écoutez surtout l'analyse d'Hélène Rouet, journaliste au JDD, qui a estimé que ce sondage, qui montre donc Jean-Luc Mélenchon, qui peut aller au second tour et même gagner l'élection présidentielle, elle était sur CNews hier. L'enseignement véritablement majeur de ce sondage, je pense, c'est vraiment M. Mélenchon peut accéder au second tour. C'est une véritable possibilité. Et par ailleurs, même s'il accède au second tour, la victoire du Rassemblement national n'est selon moi absolument pas assurée. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur le front républicain. Oui, il n'existe plus. Jean-Luc Mélenchon, il a fait trop d'outrance, etc. Mais vous l'avez dit vous-même, il est en train de se calmer, il est en train de polir son discours. Les Français ont la mémoire très courte dans ce genre de situation. Si vous mettez l'intégralité du monde de la culture, 90% des médias, même parfois des personnalités du centre et de la droite, je pense à Xavier Bertrand. Si vous posez la question à Xavier Bertrand entre Jean-Luc Mélenchon et une personnalité du Rassemblement national, j'aimerais... Eh bien, exactement. Je pense que Xavier Bertrand vous dit Jean-Luc Mélenchon. Donc, et ça, évidemment, et au centre, ça va être la même chose. Donc, il ne faut absolument pas sous-estimer le Front républicain, qui, je pense, est encore très, très fort en France. Julien Audoul, est-ce que vous avez frémi en voyant ce sondage ? Non, puisque nous sommes à un peu moins d'1 an de l'élection présidentielle, que rien n'est fait, que rien n'est joué pour tous les candidats.
d'ailleurs. Et ces sondages qui nous placent en tête régulièrement doivent surtout nous appeler à l'humilité et au travail, puisque convaincre les Français, c'est un exercice, encore une fois, qui est long, qui n'est pas dicté par les sondages. Et quels que soient les candidats que nous aurons sur la ligne de départ, parce que pour le moment, nous avons beaucoup de candidats virtuels qui s'annoncent, il faut rester extrêmement prudent. Ce qui apparaît en revanche, effectivement, mais comme nous le pressentions, c'est que Jean-Luc Mélenchon a un socle important, que la succession des outrances lui assure ce socle, malgré tout, et qu'il constitue une menace très sérieuse, puisque à côté du Mélenchon qui est effectivement en train de se polisser, enfin bon, après il y a des pics, hein, il y a des pics d'antisémitisme, il y a des pics de racisme anti-blanc, mais vous avez en parallèle Rima Hassan, la députée Katala, qui vont visiter un terroriste palestinien en prison, par exemple. Le front républicain contre vous, il n'est pas mort. Je pense qu'il est mort et enterré, puisque les Français ont bien vu lors des dernières législatives que le coup qu'on leur avait imposé finalement de faire barrage au Rassemblement national avait conduit à l'immobilisme. Je pense qu'il est mort, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour convaincre, pour rassurer certains Français qui de bonne foi ne sont pas encore tentés par le Rassemblement national, mais ce sera le cas de la campagne présidentielle avec notre candidate ou notre candidat. Merci beaucoup Julien Audoul. Je rappelle que vous êtes député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Et je poserai cette même question à Aurélien Lecoq, député La France Insoumise du Nord, qui va prendre votre place au micro Europe 1. À tout de suite.